New York, 1994, est la métropole américaine pulse d'une énergie urbaine brutale où se côtoient innocence et corruption dans les rues de Manhattan, créant un décor parfait pour l'histoire improbable qui va se nouer entre deux âmes perdues. Léon Montana, 42 ans, tueur professionnel solitaire d'origine italienne qui vit dans l'ombre depuis 20 ans, et Matilda Lando, 12 ans, fillette précoce et vulnérable dont la famille dysfonctionnelle cache des secrets dangereux qui vont bientôt exploser au grand jour avec des conséquences dramatiques. Léon Montana mène une existence méthodique et solitaire dans un petit appartement de Little Italy, entouré de ses quelques possessions. Sa plante verte qu'il chérit comme un symbole de vie dans son monde de mort, ses armes soigneusement entretenues qui constituent les outils de son métier sanglant, et ses habitudes rigides qui structurent ses journées vides entre deux contrats d'assassinat pour Tony, son patron italien qui lui sert de père de substitution depuis qu'il a recueilli le jeune Léon. Orphelin et traumatisé dans les rues de la petite Italie. Malgré sa réputation redoutable dans le milieu criminel new-yorkais, Léon demeure un homme d'une simplicité touchante, presque enfantine. Il ne sait pas lire, boit exclusivement du lait, regarde avec fascination les vieux films de Gene Kelly qu'il comprend sans avoir besoin de mots, et nourrit ses journées de petites routines rassurantes qui masquent mal la solitude profonde d'un homme qui n'a jamais appris à vivre normalement en société, condamné à évoluer dans les marges violentes d'un monde qu'il ne comprend pas vraiment. Dans le couloir de son immeuble vit la famille Lando, un tableau de dysfonctionnement typiquement américain. Le père absent et violent qui bat régulièrement sa femme et ses enfants, la mère toxicomane qui se drogue pour oublier sa vie ratée, le fils aîné dealer de petite envergure qui stocke la drogue familiale dans l'appartement, et au milieu de ce chaos, Matilda, 12 ans. Petite fille au regard trop adulte pour son âge qui a appris à survivre en développant une maturité précoce et une intelligence aiguë qui lui permettent de naviguer dans l'hostilité permanente de son environnement familial. Matilda Lando possède cette sagesse mélancolique des enfants qui ont grandi trop vite dans la violence et la négligence, et elle observe le monde avec une lucidité désabusée qui contraste cruellement avec son jeune âge. Elle sait que ses parents ne l'aiment pas vraiment, que son frère est un petit criminel sans avenir, que sa belle-mère la déteste, et que seule sa petite sœur de 4 ans mérite vraiment son affection dans cette famille brisée qui ressemble plus à une collection d'étrangers hostile qu'à un foyer aimant. L'élément déclencheur de la tragédie qui va bouleverser leurs deux vies arrive sous la forme de Norman Stansfield, agent de la DEA officiellement chargé de lutter contre les stupéfiants mais secrètement corrompu jusqu'à l'os, un psychopathe intelligent et raffiné qui utilise sa position officielle pour éliminer la concurrence et protéger son propre trafic de drogue, et quand il découvre que la famille Lando a volé une partie de sa marchandise, il décide de faire un exemple sanglant qui marquera les esprits dans tout le quartier. Norman Stansfield, 45 ans, incarnation terrifiante de la corruption institutionnelle américaine, combine l'autorité officielle de son badge fédéral avec les instincts sauvages d'un prédateur sans scrupules. Et sa méthode consiste à alterner entre des moments de calme apparent et des explosions de violence pure qui sidèrent ses victimes et ses complices, créant autour de lui une atmosphère de peur permanente où personne n'ose le défier ouvertement. Le massacre de la famille Lando se déroule un matin ensoleillé de septembre avec la froideur clinique d'une opération militaire. Stansfield et ses hommes font irruption dans l'appartement sous prétexte d'une perquisition officielle, torturent le père pour récupérer la drogue volée, abattent méthodiquement la mère, le fils et la petite sœur de Matilda, transformant en quelques minutes un foyer dysfonctionnel mais vivant en charnier silencieux qui témoigne de la brutalité absolue du monde criminel new-yorkais. Matilda échappe au massacre par un hasard miraculeux. Partie faire les courses au moment de l'attaque, elle revient pour voir Stansfield et ses hommes sortir de l'immeuble, et son instinct de survie lui dicte de ne pas monter directement chez elle mais de frapper à la porte de Léon, le voisin mystérieux qu'elle croise parfois dans les escaliers et qui dégage une impression de force tranquille qui contraste avec la violence chaotique de sa propre famille. « S'il vous plaît, ouvrez-moi » supplie Matilda derrière la porte de Léon, et quelque chose dans sa voix brisée touche le cœur endurci du tueur professionnel qui, malgré tous ses instincts de prudence et ses règles de sécurité, ouvre sa porte à cet enfant en détresse sans savoir qu'il vient de changer à jamais le cours de sa vie solitaire et méthodique. C'est dans ce contexte de violence urbaine, de corruption policière et de solitude mutuelle que va naître une relation extraordinaire entre un tueur professionnel qui n'a jamais eu de famille et une fillette orpheline qui vient de perdre la sienne, une alliance improbable qui va révéler la capacité de rédemption et d'amour qui sommeille même dans les cœurs les plus endurcis par la cruauté du monde moderne.
Et si Léon parvenait à s'échapper avec Mathilda au lieu de se sacrifier? Et si, au lieu d'accepter fatalistically sa mort comme le prix à payer pour sauver Mathilda, Léon utilisait toute son expérience de tueur professionnel et sa connaissance intime des rues de New York pour organiser une évasion intelligente qui leur permettrait de disparaître ensemble? Et si l'amour paternel qu'il a développé pour cette fillette lui donnait la motivation nécessaire pour briser le cycle de violence qui a défini toute sa vie adulte? Que se passerait-il si, pour la première fois de son existence, Léon choisissait la vie plutôt que la mort, l'espoir plutôt que la résignation? Dans les jours qui suivent le massacre de la famille Landau, Léon réalise que sa vie de tueur solitaire a définitivement basculé avec l'arrivée de Mathilda dans son appartement, et cette prise de conscience le force à envisager des options qu'il n'avait jamais considérées auparavant. Au lieu de se contenter de protéger temporairement cet enfant avant de reprendre sa routine habituelle, il commence secrètement à planifier une sortie définitive du monde criminel qui les menace tous les deux. Mathilda, dit-il un soir après avoir terminé l'entraînement quotidien qu'elle a exigé pour apprendre à se venger de Stansfield, j'ai réfléchi à notre situation. Et je crois qu'il y a une meilleure solution que de chercher la confrontation avec cet homme dangereux et dans sa voix. Mathilda détecte une détermination nouvelle qui ne ressemble pas aux hésitations habituelles de Léon face aux questions émotionnelles complexes. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» demande Mathilda, et Léon explique avec une gravité inhabituelle. « Je veux dire que nous pourrions partir d'ici, disparaître complètement, commencer une nouvelle vie quelque part où Stansfield ne pourrait jamais nous retrouver, vivre comme une vraie famille au lieu de jouer à cache-cache avec la mort, et cette proposition révolutionnaire ouvre des perspectives que Mathilda n'osait pas imaginer. » Léon commence méthodiquement à préparer leur évasion en utilisant toutes les compétences qu'il a acquises en 20 ans de clandestinité. Il contacte discrètement ses anciens associés pour obtenir de faux papiers d'identité, accumule l'argent liquide nécessaire pour financer leur nouvelle vie, étudie les destinations possibles où un homme avec son profil pourrait passer inaperçu avec une enfant adoptée officiellement. « Tony, dit Léon lors d'une rencontre dans le restaurant italien habituel, j'ai besoin de votre aide pour quelque chose de très important. Probablement la dernière chose que je vous demanderai jamais. » Et Tony, qui connaît Léon depuis assez longtemps pour déceler les moments cruciaux de sa vie, écoute attentivement sa requête inhabituelle. « Tu veux vraiment tout quitter ?» demande Tony avec un mélange de surprise et de respect, car il sait que Léon n'a jamais eu d'autre vie que celle de tueur professionnel. Pour cette petite fille, et Léon répond avec une conviction tranquille, elle a changé quelque chose en moi. Tony, pour la première fois de ma vie, j'ai une raison de vivre plutôt que de simplement survivre. Tony accepte d'aider Léon en mémoire de leur longue association et parce qu'il reconnaît dans cette demande l'aboutissement logique d'une amitié qui a toujours dépassé les simples relations d'affaires, et il met à la disposition de Léon son réseau de contacts pour organiser une disparition propre et définitive qui ne laissera aucune trace permettant à Stansfield de les retrouver. « Voici ce que nous allons faire, » explique Léon à Mathilda en étalant sur la table de la cuisine une carte des États-Unis. « Nous partirons vers l'ouest, peut-être dans l'Oregon ou l'État de Washington, des endroits où la nature est belle et où les gens ne posent pas trop de questions sur le passé, et nous recommencerons complètement à zéro. » La préparation de leur fuite devient un projet commun qui renforce leur complicité. Mathilda aide Léon à choisir leurs nouvelles identités. Ils deviendront Martin et Sarah Thompson, père et fille, originaires du Midwest, tandis que Léon lui enseigne les bases de la discrétion et de la survie qui leur permettront de rester invisibles une fois qu'ils auront quitté New York. « Il faudra que tu ailles à l'école comme une petite fille normale, » dit Léon. « Et moi je trouverai un travail ordinaire, peut-être dans un garage ou comme gardien. Quelque chose qui me permettra de rester dans l'ombre tout en gagnant honnêtement notre vie, et cette vision d'une existence normale excite et effraie Mathilda à la fois. Le jour de leur départ, soigneusement choisi pour coïncider avec une période d'activité réduite de Stansfield qui enquête sur d'autres affaires, Léon met en œuvre un plan d'évasion d'une précision militaire qui utilise sa connaissance parfaite des rues de New York et des habitudes de surveillance de ses adversaires potentiels. « Nous avons exactement 4 heures pour sortir de Manhattan sans être repérés, » explique Léon à Mathilda en vérifiant une dernière fois leur sac de voyage léger qui contiennent seulement l'essentiel. Argent liquide, nouveaux papiers d'identité, quelques vêtements, et bien sûr la plante verte de Léon qu'il refuse catégoriquement d'abandonner car elle symbolise leur nouvelle vie commune. Ils quittent l'appartement séparément. Mathilda d'abord, déguisée en garçon avec des cheveux courts et des vêtements masculins pour tromper d'éventuels observateurs. Puis Léon 15 minutes plus tard par un itinéraire différent, et se retrouve dans une station de métro prédéterminée où Tony les attend avec une voiture banalisée pour les conduire à la gare routière. « Vous êtes sûr de votre décision ?»
demande Tony une dernière fois pendant le trajet, car il sait que Léon abandonne la seule existence qu'il ait jamais connue. Une fois que vous serez parti, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Le monde que vous laissez derrière vous ne pardonne pas ce genre de désertion. Je n'ai jamais été aussi sûr de quelque chose dans ma vie, répond Léon en regardant Mathilda qui dort contre son épaule. Cet enfant m'a appris ce que signifie avoir une famille. Et maintenant je comprends pourquoi les gens normaux se battent si fort pour protéger ce qu'ils aiment et cette déclaration marque symboliquement sa transformation d'un tueur solitaire en père protecteur. À la gare routière, Tony leur remet les billets pour Portland, Oregon, ainsi qu'une enveloppe contenant l'argent de la retraite que Léon avait accumulé au fil des années, et il embrasse Mathilda en lui disant « Prends bien soin de lui. Petite, il n'a jamais eu de vraie famille avant toi », puis il serre la main de Léon avec l'émotion de quelqu'un qui dit adieu à un fils. Le voyage en bus vers l'ouest dure 3 jours pendant lesquels Léon et Mathilda apprennent progressivement à être père et fille officiellement. Ils s'exercent à raconter leur histoire inventée, répètent les détails de leur passé fictif et surtout découvrent le plaisir simple de voyager ensemble en regardant défiler les paysages américains qui changent progressivement de urbain à rural. « Regardez comme c'est beau », dit Mathilda en montrant les montagnes qui apparaissent à l'horizon, et Léon réalise qu'il n'avait jamais vraiment regardé la beauté du monde naturel, trop occupé qu'il était à survivre dans la jungle urbaine. « Nous allons vraiment habiter là-bas », et Léon acquiesce en comprenant que lui aussi découvre l'émerveillement à travers les yeux de cet enfant. Leur installation à Portland se déroule avec la méthode et la discrétion qui ont toujours caractérisé Léon, mais cette fois au service d'un objectif constructif plutôt que destructeur. Il loue un petit appartement dans un quartier résidentiel tranquille, loin du centre-ville, où un père célibataire élevant seul sa fille adoptive n'attire pas l'attention des voisins habitués aux recompositions familiales modernes. Martin Thompson, le nouveau nom de Léon, trouve rapidement un emploi comme gardien de nuit dans un entrepôt, un travail solitaire et peu visible qui convient parfaitement à son besoin de rester dans l'ombre tout en gagnant un salaire régulier, et il découvre avec surprise qu'il apprécie la routine paisible de cette existence ordinaire qui contraste si radicalement avec la tension permanente de sa vie passée. Sarah Thompson, le nouveau nom de Mathilda, entre à l'école locale avec appréhension car elle n'a jamais vraiment eu d'amis de son âge, ayant grandi dans l'isolement de sa famille dysfonctionnelle. Mais elle découvre progressivement le plaisir simple des relations normales avec des enfants qui n'ont jamais connu la violence et qui l'acceptent naturellement comme une nouvelle camarade un peu mystérieuse mais sympathique. « Papa », dit Mathilda un soir en rentrant de l'école. Et ce mot de papa qu'elle utilise maintenant naturellement fait battre le cœur de Léon à chaque fois. Aujourd'hui, mon professeur a dit que j'étais très intelligente en mathématiques, et mes amies Jessica et Emma m'ont invité à leur anniversaire samedi. Est-ce que je peux y aller? Cette question anodine représente pour Léon une révélation sur la normalité qu'ils sont en train de construire ensemble. Pour la première fois de sa vie, il doit prendre des décisions de parents ordinaires concernant les activités sociales de son enfant, et il réalise qu'il éprouve autant de fierté à entendre parler des succès scolaires de Mathilda qu'il en éprouvait autrefois à réussir ses missions les plus difficiles. « Bien sûr que tu peux y aller », répond Léon en souriant, « et nous irons acheter un cadeau pour tes amis. » C'est ce que font les familles normales et cette phrase simple résume parfaitement l'ampleur de sa transformation personnelle. De tueur professionnel solitaire, il est devenu un père attentionné qui s'inquiète des relations sociales de sa fille adoptive. Les mois passent et leur nouvelle vie prend une consistance rassurante. Mathilda excelle à l'école et développe des amitiés authentiques. Léon apprend progressivement les subtilités de la paternité tout en s'adaptant à son travail légitime. Et ensemble, ils créent les rituels familiaux qui marquent leur appartenance mutuelle. Dîner ensemble chaque soir, aide aux devoirs, promenade dominicale dans les parcs de Portland, soirée cinéma à la maison. « Vous savez », dit Mathilda un soir d'hiver pendant qu'ils regardent un vieux film de Gene Kelly, une tradition qu'ils ont conservée de leur ancienne vie. « Parfois je me dis que si ma vraie famille n'était pas morte, je n'aurais jamais eu un papa comme vous, et je ne sais pas si c'est terrible de penser ça. » Léon la prend dans ses bras et dit « Ce n'est pas terrible. Mathilda, c'est humain, nous ne pouvons pas changer ce qui s'est passé, mais nous pouvons être reconnaissants pour ce que nous avons maintenant, et moi je suis reconnaissant chaque jour d'avoir une fille comme toi. » Et cette conversation marque un moment de guérison important dans leur processus d'adaptation à leur nouvelle existence. 2 ans après leur installation à Portland, Léon et Mathilda sont devenus des membres respectés de leur petite communauté de quartier, et leur transformation est si complète que même eux-mêmes ont parfois du mal à croire qu'ils ont vécu une vie antérieure marquée par la violence et la tragédie.
Léon a été promu superviseur de l'équipe de sécurité de l'entrepôt grâce à son sérieux et sa fiabilité, et ses collègues apprécient ce collègue discret mais compétent qui ne parle jamais de son passé mais se montre toujours disponible pour aider en cas de problème, incarnant parfaitement l'idéal américain du self-made man qui reconstruit sa vie par le travail et la détermination. Martin est quelqu'un sur qui on peut compter, dit son patron lors de l'évaluation annuelle. Il n'y a jamais eu le moindre problème de sécurité depuis qu'il travaille ici, et les autres gardiens le respectent beaucoup. Je pense qu'il mérite une augmentation et plus de responsabilités et cette reconnaissance professionnelle donne à Léon une fierté différente mais tout aussi satisfaisante que celle qu'il retirait de ses succès criminels. Mathilda, maintenant âgée de 14 ans, est devenue une adolescente équilibrée et brillante qui fait la fierté de son père adoptif. Première de sa classe, membre de l'équipe de débat de l'école, elle a développé une personnalité confiante qui contraste radicalement avec la fillette traumatisée qui avait frappé à sa porte il y a 3 ans. Sarah est une élève exceptionnelle, dit son professeur principal lors de la réunion parents-enseignants. Elle a un potentiel énorme pour intégrer les meilleures universités du pays. Vous devez être très fiers d'elle. Monsieur Thompson et Léon acquiescent avec une émotion qu'il a du mal à cacher car il n'aurait jamais imaginé éprouver une telle fierté paternelle. Leur intégration sociale se manifeste aussi par les invitations au barbecue de voisinage, la participation aux événements scolaires, les amitiés que Mathilda développe avec ses camarades qui viennent régulièrement à la maison faire leurs devoirs, créant une atmosphère de normalité familiale que Léon savoure comme un luxe inespéré. « Papa, dit Mathilda un jour, Jessica m'a demandé pourquoi vous ne vous remariez pas, et je n'ai pas su quoi répondre, vous ne vous sentez pas seul parfois ?» Et cette question révèle à Léon que sa fille s'inquiète de son bonheur personnel au-delà de leur relation père-fille. « Je ne me sens jamais seul quand tu es là, répond Léon sincèrement. Tu m'as donné plus d'amour et de bonheur que je n'en avais jamais connu dans ma vie d'avant. Et même si un jour tu rencontres quelqu'un et que tu fondes ta propre famille, je saurai que j'ai eu la chance de connaître l'amour paternel. » Cette conversation marque une étape importante dans leur relation car elle révèle que Mathilda se préoccupe maintenant du bien-être émotionnel de Léon autant qu'il s'est toujours préoccupé du sien, créant entre eux une réciprocité affective qui caractérise les vraies familles unies par l'amour plutôt que par les seules circonstances. L'entrée de Mathilda dans l'adolescence apporte son lot de défis nouveaux pour Léon qui doit apprendre à naviguer dans les complexités émotionnelles d'une teenager intelligente et volontaire, et cette période teste sa capacité d'adaptation à un rôle parental qu'il n'avait jamais imaginé devoir jouer. « Je ne comprends pas pourquoi vous ne me laissez pas sortir avec mes amis le soir, dit Mathilda lors d'une dispute typiquement adolescente. Tous les autres parents font confiance à leurs enfants. Vous me traitez comme si j'étais encore une petite fille. » Et Léon doit expliquer que sa prudence vient de son expérience du danger, sans révéler les vraies raisons de sa méfiance instinctive. « Ce n'est pas que je ne te fais pas confiance, répond Léon patiemment. C'est que je m'inquiète pour ta sécurité. Le monde peut être dangereux pour une jeune fille, même dans une ville tranquille comme Portland, et il doit trouver l'équilibre entre protection légitime et surprotection paralysante. » Mathilda développe également des questions sur leur passé commun, car sa mémoire d'adolescente commence à reconstituer des éléments de leur histoire qui ne concordent pas parfaitement avec la version officielle qu'ils ont construite ensemble, et Léon doit gérer ces interrogations avec diplomatie. « Parfois je fais des rêves bizarres sur notre ancienne vie à New York, dit Mathilda un matin au petit déjeuner. Je revois des choses violentes, des gens en uniforme, du sang, et je me demande si c'était vraiment des rêves ou des souvenirs que j'ai oubliés et cette confidence inquiète Léon car il sait que le passé peut ressurgir de façon imprévisible. Les enfants qui ont vécu des traumatismes ont parfois des rêves confus, explique Léon en choisissant soigneusement ses mots. Ce qui compte, c'est notre vie maintenant, notre famille, ton avenir. Le passé ne peut plus nous faire de mal si nous ne le laissons pas revenir et cette conversation devient un moment de réaffirmation de leur engagement mutuel à construire leur bonheur présent. Le défi le plus délicat arrive quand Mathilda commence à s'intéresser aux garçons de sa classe, forçant Léon à confronter ses propres limites en matière d'éducation sentimentale et à accepter que sa fille adoptive grandit et développe une autonomie émotionnelle qui l'éloigne naturellement de leur fusion familiale initiale. « Il y a un garçon qui me plaît à l'école, » annonce Mathilda un jour avec le mélange de timidité et de défi typique des adolescentes. « Il s'appelle David, il est en terminale, et il m'a demandé si je voulais aller au cinéma avec lui samedi, et Léon doit mobiliser toute sa sagesse nouvellement acquise pour réagir avec mesure. « Comment il est, ce David ?» demande Léon en essayant de masquer son inquiétude paternelle instinctive. « Il a l'air d'être quelqu'un de bien,
et Mathilda sourit en reconnaissant dans cette question l'amour protecteur de son père adoptif qui accepte sa croissance tout en veillant sur elle. 4 ans après leur installation à Portland. Leur vie paisible est soudainement menacée quand Léon reconnaît dans un journal local la photo d'un homme arrêté pour trafic de drogue qui ressemble étrangement à l'un des anciens associés de Stansfield, et cette coïncidence réveille tous ses instincts de survie qu'il croyait définitivement endormis. Mathilda, dit Léon ce soir-là avec un sérieux inhabituel. Nous devons parler de quelque chose d'important. Il est possible que notre passé nous ait rattrapés et que nous devions prendre des précautions supplémentaires pendant quelque temps, et le ton de sa voix réveille immédiatement chez Mathilda les réflexes de vigilance qu'elle avait développés dans leur ancienne vie. « Qu'est-ce qui se passe ?» demande-t-elle, et Léon explique la situation sans dramatiser mais sans minimiser non plus les risques potentiels. Il y a peut-être quelqu'un de notre ancien monde qui rôde dans la région, probablement par hasard. Mais nous devons être prudents jusqu'à ce que nous soyons sûrs qu'il n'y a pas de danger réel. Ils remettent en place leurs anciens protocoles de sécurité, itinéraires variables pour aller au travail et à l'école, vérifications systématiques qui ne sont pas suivies, code d'urgence au téléphone, plan d'évacuation rapide au cas où ils devraient disparaître immédiatement, toutes ces précautions que Léon espérait ne plus jamais avoir à utiliser. « J'avais oublié cette sensation, dit Mathilda en parlant de l'hypervigilance qui caractérisait leur existence new-yorkaise. C'est épuisant de toujours regarder par-dessus son épaule. J'espère que nous n'aurons pas à repartir. J'aime bien notre vie ici et Léon partage complètement ce sentiment. » La menace se précise quand Léon aperçoit effectivement l'homme de la photo près de l'école de Mathilda, confirmant que leur localisation a été compromise d'une manière ou d'une autre. Il doit prendre la décision difficile de déraciner à nouveau leur existence pour préserver leur sécurité. « Nous devons partir, annonce-t-il à Mathilda le soir même. Je sais que c'est dur, mais notre sécurité passe avant tout. Nous recommencerons ailleurs. Nous avons déjà réussi une fois. Nous pouvons recommencer et Mathilda, malgré sa déception, comprend la nécessité de cette nouvelle fuite. Ils organisent leur départ avec l'efficacité de l'expérience. Léon démissionne de son travail en inventant une urgence familiale. Mathilda prétexte un déménagement soudain pour expliquer son départ de l'école. Et en 48 heures, ils ont liquidé leur existence de Portland pour reprendre la route vers une nouvelle destination. « Où est-ce qu'on va cette fois ?» demande Mathilda pendant qu'ils roulent vers le nord. Et Léon répond au Canada, dans une petite ville près de Vancouver, là où personne ne pensera à nous chercher, et cette nouvelle étape de leur odyssée familiale renforce encore leur complicité forgée dans l'adversité. 5 ans plus tard, installés sous de nouveaux noms près de Vancouver, Léon et Mathilda ont reconstruit une fois de plus leur vie commune, et cette nouvelle épreuve a paradoxalement renforcé leur relation en leur prouvant qu'ils peuvent affronter ensemble tous les défis que leur réserve l'existence. Mathilda, maintenant âgée de 19 ans et devenue une jeune femme accomplie, étudie la psychologie à l'Université de Colombie-Britannique avec l'intention de devenir thérapeute spécialisée dans l'aide aux enfants traumatisés, trouvant dans cette vocation une façon de transformer son propre passé douloureux en force positive pour aider d'autres victimes. « Je veux aider des enfants qui ont vécu ce que j'ai vécu, » explique-t-elle à Léon, leur montrer qu'on peut survivre au traumatisme et construire une vie heureuse. « Vous m'avez sauvé et maintenant je veux sauver d'autres enfants, et cette mission donne un sens profond à son existence. » Léon, maintenant âgé de 50 ans, travaille comme menuisier indépendant et a découvert un talent naturel pour créer des meubles artisanaux qui connaissent un succès croissant auprès de la clientèle locale qui apprécie son travail minutieux et sa discrétion professionnelle. « Vous savez, dit Mathilda un dimanche après-midi pendant qu'ils jardinent ensemble dans leur petite maison avec vue sur les montagnes, parfois je me dis que nous avons eu de la chance finalement. Notre histoire aurait pu se terminer très différemment si vous n'aviez pas eu le courage de tout quitter pour moi. » « C'est toi qui m'as donné le courage, » répond Léon en souriant. « Avant de te connaître, je ne savais même pas que j'étais capable d'aimer quelqu'un plus que ma propre vie. Tu m'as appris ce que signifie vraiment être vivant et cette reconnaissance mutuelle résume parfaitement l'évolution de leur relation. » Mathilda commence à développer ses propres relations amoureuses, et Léon apprend progressivement à accepter que sa fille adoptive construit sa propre autonomie affective tout en conservant leur lien familial unique, et cette transition vers l'âge adulte se fait naturellement sans drame ni rupture. « James voudrait vous rencontrer officiellement, » dit Mathilda en parlant de son petit ami étudiant en médecine. « Il dit qu'il veut demander votre permission avant de me demander en mariage. » Et Léon sourit en réalisant que les traditions familiales les plus conventionnelles ont fini par s'installer dans leur existence si peu conventionnelle 10 ans après leur évasion de New York. Léon assiste au mariage de Mathilda dans le jardin de leur maison canadienne, entouré des amis et collègues qu'ils ont rencontrés au cours de leur pérégrination,
Et cette célébration joyeuse marque l'accomplissement de leur transformation commune d'un duo de survivants en une vraie famille unie par l'amour. Papa, dit Mathilda en utilisant encore ce mot qui fait toujours battre le cœur de Léon, merci de m'avoir donné une vie normale. Merci d'avoir choisi l'amour plutôt que la vengeance. Merci de m'avoir appris que les fins heureuses sont possibles même après les pires tragédies, et ces mots résument parfaitement le miracle de leur histoire commune. Dans son discours de père de la mariée, Léon dit il y a 15 ans, « J'étais un homme qui ne connaissait que la solitude et la violence, et puis une petite fille a frappé à ma porte et m'a appris que l'amour était plus fort que la haine, que la famille était plus importante que la vengeance, et que la vraie force consiste parfois à choisir la paix plutôt que la guerre. » Mathilda devient effectivement une thérapeute reconnue spécialisée dans l'aide aux enfants victimes de violences, et sa compréhension intime des traumatismes lui permet d'accompagner ses petits patients avec une empathie et une efficacité remarquables qui font sa réputation dans tout le pays. Léon continue son travail d'artisan menuisier et découvre sur le tard le plaisir de créer plutôt que de détruire, transformant son habileté manuelle et sa précision technique au service de la beauté plutôt que de la mort, et cette reconversion symbolise parfaitement sa transformation personnelle. Quand Mathilda annonce qu'elle attend son premier enfant, Léon réalise qu'il va devenir grand-père et que leur famille va continuer à grandir, perpétuant l'héritage d'amour qu'ils ont construit ensemble contre toutes les probabilités. Voix off, Léon, âgé et serein. Cette nuit-là, quand Mathilda a frappé à ma porte, j'ai ouvert plus qu'une porte, j'ai ouvert mon cœur à l'amour pour la première fois de ma vie. J'ai appris qu'il n'est jamais trop tard pour changer, qu'une famille n'a pas besoin d'être biologique pour être réelle, et que parfois la plus grande victoire consiste à refuser de se battre. Nous avons choisi la vie plutôt que la mort, l'amour plutôt que la haine. Et nous avons gagné le plus beau des prix. Une famille unie par le choix et l'amour.